Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 29 septembre 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Campagne électorale provinciale dans Portneuf. Nous recevons ce soir en studio la candidate du Parti démocratie directe dans Portneuf, Karine Simard de Saint-Raymond. Se tient en ce moment à Rivière-à-Pierre un débat entre 5 des 7 candidats sur les enjeux du nord de Portneuf. Nous nous sommes entretenus avec la mairesse Danielle Ouellette un peu plus tôt. Le Home Hardware de Saint-Raymond reçoit le trophée du meilleur magasin au Canada. Le duo et couple Sophie Denis et Philippe Moisan seront avec nous en studio. Danick et Charles ont sondé le terrain cette semaine auprès d'électeurs de Portneuf et Danick a 2 reportages, un sur l'activité Viens vivre la forêt à l'école du Chêné et le symposium de Rivière-à-Pierre. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, campagne électorale, près de 27 des quelques 45 000 électeurs de Portneuf, c'est 26,75 se sont prévalus de leur droit de vote par anticipation dimanche et lundi dernier. Les dirigeants du scrutin ont dû ajouter 8 ou 9 urnes de plus que les 21 urnes prévues pour répondre aux besoins de la forte demande dans les 5 bureaux de vote du territoire de Portneuf. Une équipe s'est aussi affairée à prendre les votes dans les établissements accrédités. Au Québec, le taux de participation au vote par anticipation est de 22,92 %. Les électeurs du comté de Portneuf ont donc le choix entre 7 candidats sur le bulletin de vote et ce lundi 3 octobre, les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 20h. Rappelons que pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale à l'adresse de son domicile et l'endroit où nous devons voter est inscrit sur la carte de rappel de l'électeur qu'on reçoit en fait par la poste. Quelques 700 personnes travaillent pour assurer le droit de vote à tous les électeurs du comté de Portneuf. Une soirée électorale est prévue aussi à la radio Choc 88.7 dès 19h ce lundi soir 3 octobre. Il sera question de la campagne électorale et le dépouillement des votes, particulièrement dans Portneuf, Lotbinière et ailleurs dans le cadre de ces élections générales 2022 au Québec. Le nouveau Parti démocratie directe qui est enregistré à Élections Québec depuis le mois de mai dernier a recruté une candidate dans Portneuf, une femme de Saint-Raymond, Karine Simard. Karine Simard a été candidate pour le Parti libre du Canada lors des dernières élections fédérales de 2021 dans la circonscription de Québec et elle a aussi été candidate aux dernières élections municipales à Saint-Raymond. Mère de 3 enfants, elle étudie actuellement pour devenir infirmière auxiliaire. On compte 28 candidats et candidates pour l'organisation, justement. Et le chef, c'est M. Jean-Charles Cléroux, qui est candidat dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Et justement, pour nous en parler du parti, on reçoit ce soir en studio Mme Karine Simard. Bonsoir, Karine, vous allez bien? Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation, M. Beausoleil. Bien, ça fait plaisir, justement. Vous avez pris le temps d'aller chercher vos électeurs, en fait. Oui. C'est quand même une centaine de signatures que ça prend, oui, je pense. Ça prend 100 signatures, mais on en ramasse toujours plus parce qu'on sait qu'il y en a toujours qui sont rejetés, soit par éligibilité
où les gens n'ont pas fait leur changement d'adresse. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous présenter en politique provinciale cette année dans le comté de Portneuf? Tout a commencé, je vous dirais, quand j'étais jeune. Moi, chez moi, la politique, j'écoutais ça avec mon père. Le Salon Bleu, André Arthur, Marc Simoneau. Donc, les débats étaient très, très, très animés. Puis on avait le droit à un droit de parole, à libre expression. Puis j'ai toujours été fascinée. J'ai pensé aller étudier en sciences politiques. Mais bon, le chemin a fait que je me suis ramassée un petit peu ailleurs. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu me chercher justement en 2021 pour les élections fédérales. Et puis, j'ai sauté. Le Parti libre. Qu'est-ce qui vous a attiré justement du Parti libre du Canada? Bien, en fait, c'est les valeurs. Hein? Quand on choisit de faire partie d'un parti, c'est de rejoindre nos valeurs et nos convictions. Donc, moi, c'est ce qui m'a amené à aller à Parti libre Canada. Et justement, quelle valeur vous a attiré? Bien, la valeur de la liberté, pas de ligne de parti déjà toute construite, avoir le droit à nos opinions, à nos idées aussi, d'amener la pierre à l'édifice, tout simplement. Ça, c'était le Parti libre du Canada? Oui. OK. Oui. Et là, vous avez décidé de vous présenter au provincial? Oui. En fait, dans Portneuf? Oui. Mais pour un nouveau parti aussi? Oui. Mais au fait, Parti libre Canada est devenu Parti libre Québec. OK. Mais pour des raisons telles que, bon, les lois électorales et tout ça, a été dissous et a émergé Démocratie directe. Parce que Parti libre Canada voulait avoir un parti pour aussi le provincial, pas juste le fédéral. Et pour les municipales, quand je me suis présentée, il était comme trop tard au niveau du DGEQ pour se présenter en tant que parti, donc je me suis présentée comme indépendante. OK. Voilà. Et parlons justement de ce parti Démocratie directe. Qu'est-ce qui vous attire justement dans tout ça, là? Bien, je crois que le mot le dit, hein, démocratie. Donc, moi, je crois que la démocratie, c'est très important. Au Québec, je crois qu'on n'en a pas assez. Nous, notre principe, c'est d'amener comme on fait en Suisse. En Suisse, vous savez que ça fait 150 ans qu'ils marchent avec la démocratie. Les Suisses vont voter 4 à 5 fois par année. Donc, ça inclut des référendums. Donc, s'il y a des projets de loi, des lois, les gens, ils peuvent aller donner leur opinion. Soit un oui, soit un non. Donc, c'est vraiment le peuple qui est au cœur des décisions. Et c'est vraiment ce qu'on veut amener ici au Québec. Ça a déjà commencé dans d'autres provinces du Canada présentement, ça se développe, mais nous, on veut vraiment l'implanter ici. Tout ce qui est hiérarchique, organisation du gouvernement, nous, on voudrait défaire ça. C'est moi qui est élu, c'est moi qui décide. Là. Nous, pour nous, c'est pas notre ligne de parti. C'est vraiment les citoyens. On veut que les citoyens s'impliquent. Parce que le citoyen, il y a le devoir et il y a la responsabilité aussi. Et il y a le pouvoir de dire oui ou non. Et quel est le pouvoir maintenant du député? Celui qui est élu, quel est son pouvoir? Député, pour nous, c'est plus un porte-parole. On se voit comme des porte-paroles. Donc, des représentants du peuple, la voix du peuple. Donc, déjà, on a commencé sur notre plateforme. On peut déjà mettre des suggestions et il y a des gens qui peuvent faire des propositions et on peut déjà appuyer des propositions qui sont déjà sur le site Internet. Sur différents sujets? Est-ce que sur différents sujets, santé, justice, économie, environnement, de tous les secteurs. Et puis les gens peuvent appuyer ces propositions ou peuvent en faire eux-mêmes. C'est ouvert à toute la population et c'est gratuit. On utilise beaucoup le référendum comme principe de consultation? Oui. Oui, comme je vous dis, les Suisses votent à peu près 4 à 5 fois par année sur différents sujets. C'est sûr qu'on s'entend qu'à Portneuf, s'il y a un enjeu au niveau d'un parc, on ne demandera pas à la province au complet de donner leur opinion. On va y aller par comté. Une consultation. Une consultation par secteur, exactement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en Suisse. Mais nous, on veut l'emmener ici et l'adapter à notre Québec. Parce qu'on a des belles ressources ici. Puis on a des gens très intelligents, puis on a des talents. Puis on veut les mettre en œuvre. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez développé un programme pour l'éducation, l'économie, la santé? Est-ce que vous avez développé justement une plateforme à ce niveau?
Oui, tout est sur la plateforme. Moi, je suis plus au côté santé parce que, bon, je suis dans le domaine de la santé, mais l'économie, vous pouvez aller voir. Au niveau de l'éducation, on parle beaucoup de prévention. Quand on parle qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent d'anxiété, bien, on parle peut-être de mettre des cours de méditation, de la maternelle, la prévention au niveau de l'alimentation. Donc, on y va beaucoup à ce niveau-là et les gens peuvent venir renchérir s'ils ont une meilleure proposition. Moi, c'est sûr qu'en santé, les gens qui me disaient beaucoup, c'est dommage parce que moi, je vais voir un acupuncteur, mais c'est pas payé par la RAMQ. Donc, nous, on veut mélanger la médecine traditionnelle et la médecine douce et les marier ensemble, que les gens aient le choix. Ça, c'est important que les gens aient le choix. Moi, je crois que c'est moins coûteux d'aller voir un acupuncteur qui coûte peut-être autour de 100 $ que de déplacer un médecin. Après ça, de déplacer un orthopédiste, mettons, pour une épaule. Des fois, c'est des choses qui peuvent se régler avec des médecines douces. Et ça, on veut amener ça aussi. Au niveau santé aussi, l'autonomie des personnes âgées, mettre plus de services à domicile. Donc, libérer des lits aussi dans les CHSLD. Oui. OK. Donc, est-ce que vous touchez aussi au niveau de la santé mentale? Comment vous voyez? Parce que dans Portneuf, en fait, il y a des enjeux assez précis. Est-ce que, de votre connaissance, justement, du comté de Portneuf, quels seraient les principaux enjeux, justement, à traiter, là, pour le prochain gouvernement ou le prochain député ici? Bien, moi, je crois que la santé, comme je vous dis, c'est mon dada. Donc, pour moi, la santé, c'est sûr que c'est prioritaire au niveau de l'hôpital. Moi, je trouve pas ça normal que des gens soient obligés d'aller à Québec pour faire certains traitements. Donc, c'est sûr, on s'en souvient, il y a plusieurs années, l'hôpital de Saint-Raymond, il y avait des accouchements, il y avait des opérations qui se faisaient. Mais on a tout coupé ça. Donc, ce serait peut-être quelque chose à remettre. Et si on veut garder aussi les familles en région, c'est important aussi de développer pour les jeunes, mais de garder aussi pour les personnes âgées. Comme on appelle le choc des générations. Mais il faut les mettre ensemble. Il ne faut pas les traiter à part. Il faut les mettre ensemble. Service à domicile, beaucoup? Oui. Garder l'autonomie des personnes âgées, c'est très important. Très, très important. Au niveau de l'éducation, est-ce que vous avez une particularité par rapport aux autres? Comment vous trouvez le système actuellement? Est-ce qu'on devrait changer peut-être des cours? Ou comment vous voyez ça? Oui. Je vais vous donner un exemple. On croit qu'au secondaire, on devrait montrer comment faire un budget, connaître notre constitution, connaître nos droits au travail. Ça, ce serait des choses qu'on devrait apprendre aux élèves. Parce que maintenant, oui, on a de la chimie, on a des sciences physiques, on a des maths, mais qu'est-ce qu'on a pour faire face à la vie, à l'école de la vie? Comme des cours de RCR aussi. Ça pourrait sauver des vies. Mais ça serait... Et est-ce que vous croyez... Parce qu'il y a une partie publique, mais aussi une partie privée. Comment vous voyez le privé, autant en santé qu'en éducation? Est-ce qu'on devrait être davantage complémentaire ou comment vous voyez cette... Bien, moi, je vous dis, M. Beausoleil, ça sera le public qui décidera, ça sera les citoyens, ça sera ceux qui votent, ça sera ceux qui paient des taxes et des impôts, qui décideront ce qu'ils veulent, ce qui est le mieux pour eux. Et nous, on va y aller avec la majorité. OK. Et dans Portneuf, comment vous voyez aussi d'autres enjeux touristiques, mobilité? Oui, le transport, ça va être très, très important. Comment vous voyez ça, justement? Bien, un transport plus public. Là, on sait qu'on a un autobus, qui descend une fois et qui remonte une fois. Peut-être mettre un petit peu plus d'horaire pour desservir une plus grande clientèle. Donc ça sera un enjeu parce que le transport, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont étudier à Québec et qui déménagent malheureusement à Québec pour aller étudier, en ayant beaucoup plus de transport parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui ont des cours le soir ou des travailleurs, tout simplement. Ça, ce serait quelque chose d'intéressant. Agricole, terres agricoles, comment... Est-ce qu'on doit davantage les protéger? Oui, parce que présentement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, mais les terres agricoles se font acheter présentement par une compagnie Pangea. Et puis, dans Portneuf, il reste environ 1000 agriculteurs de 40 ans et moins. Donc ça, c'est la relève. Et on est en train d'acheter leurs terres.
Et c'est comprenable. Imaginez, vous avez 40 ans, vous avez une ferme, vous avez de l'agriculture. C'est un travail de séjour. C'est de donner une étoile à l'autre. Donc, c'est sûr que si une compagnie arrive avec une belle caisse de billets, c'est sûr qu'à 40 ans, c'est tentant de dire, ben je vais m'en débarrasser, puis je vais vivre une vie plus le fun, plus agréable, comme on peut dire. Donc, c'est en train de disparaître, les agriculteurs. Puis je pense que l'agriculture d'ici, c'est très, très important. Tu sais, quand on pense juste au blé de Neuville, on ne voudrait pas le perdre, il est tellement bon. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on pourrait mettre en place avec l'accord des citoyens, c'est sûr, parce que les citoyens vont toujours être concernés. Et c'est notre slogan, hein? Le peuple au cœur des décisions. Donc, moi, je suis une porte-parole, c'est pas moi qui décide. Et même si moi, je serais contre un projet, mais que la population est pour le projet, je vais avec la population. Parlons de votre chef, c'est Jean-Charles Cléroux. Oui. Qui est-il? Jean-Charles Cléroux est un candidat qui était dans Parti libre Canada aussi. Okay. Et puis, qui finalement s'est retrouvé chef de Démocratie Directe. Donc, il y a quelques personnes qui sont restées au cœur et qui ont développé Démocratie Directe. Et Jean-Charles, c'est quelqu'un de disponible. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans la finance, planification financière, donc il s'y connaît beaucoup. C'est quelqu'un, comme je vous dis, de très généreux, de quelqu'un que même si on a une meilleure idée que lui, c'est correct, c'est bon, on l'apprend. C'est quelqu'un qui est de cœur, quelqu'un qui est d'écoute beaucoup aussi et de très disponible. Est-ce que vous rencontrez régulièrement les candidats ou dans cette campagne électorale? Bien, je vous dirais, ça va. On se rencontre, mais ça va plus par section, comme Québec. Souvent, bon, Montréal, ils descendent. Il y en a qui sont plus dans le nord et tout ça. Mais oui, on a fait quelques rencontres, mais on est en Zoom. Là. On est souvent en communication. On a des rencontres. Avez-vous l'impression que votre Zoom. message passe, justement, à travers... De plus en plus. De plus en plus, parce que quand on prend le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce que la démocratie, là, les gens comprennent le pouvoir qu'ils ont entre les mains. C'est plus le pouvoir de consultation, en fait. C'est de consulter, puis le... Mais plus que ça, M. Beausoleil. Mais est-ce que c'est toujours 50 plus 1, ou comment on détermine à un moment donné qu'un... Ça, on a fait une ébauche. On a fait une ébauche parce qu'on s'est fait poser la question. Et advenant que, bon, on aurait... 49, 51, est-ce qu'on refait un deuxième? Admettons que ça renverse la vapeur, est-ce qu'on refait un troisième pour trancher? Mais là, les gens disent, oui, mais ça coûte cher les référendums. Ouais. Mais en Suisse, avec la technologie qu'on a, c'est pas difficile de voter. Okay. On peut voter sur nos cellulaires, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs. Donc, c'est quelque chose de quand même relativement facile. Ouais, si les Suisses le font depuis 150 ans, je vois pas pourquoi nous, Québécois, on pourrait pas le faire. Donc, vous allez passer la fin de semaine, j'imagine, à rencontrer des gens. Oui. C'est à lundi. Oui, le 3 octobre, je vais être bien sûr au bureau de vote. Alors, Karine Simard, candidate du Parti Démocratie Directe pour Portneuf, merci beaucoup. Merci beaucoup. De cet entretien et bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Après la pause, des nouvelles et une entrevue avec la mairesse de Rivière-à-Pierre, Mme Danielle Ouellette. Chez Élections Québec, on note que les gens votent de moins en moins. Alors, pour inverser la tendance, on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Normalement, on vous donnerait les meilleures raisons d'aller voter. Allons voter pour assurer la vitalité de notre démocratie, pour exprimer... Mais pour faire l'inverse, on vous donne les pires excuses pour pas y aller. J'arbitre au kinball. Je suis pas capable d'ouvrir ma porte. Les astres sont pas alignés. Mon poisson rouge m'inquiète. J'attends un fax! Cette année, on inverse la tendance. Tout le monde vote. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Il faut que ça soit un petit peu râpeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy. Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote.
Éric Duhem est dans Portneuf aujourd'hui en compagnie de sa candidate Jacinthe Ève Harel. Éric Duhem a tenu un point de presse chez le commerçant À Chacun sa bière. C'est à Saint-Marc-des-Carrières. M. Duhem a présenté la plateforme conservatrice envers les entrepreneurs du Québec. Une visite était prévue aussi dans une entreprise de Saint-Marc-des-Carrières cet après-midi à 14 h pour finalement participer à un rassemblement partisan entre 17 et 19 h à l'hôtel Bistro-Bar Le Roquemont à Saint-Raymond ce jeudi soir. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la municipalité est en pleine tournée d'inspection actuellement des piscines résidentielles sur son territoire en fonction des modifications au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles adoptées par le gouvernement du Québec. Ces inspections se continueront du printemps à l'automne durant les années suivantes. Les propriétaires des installations non conformes recevront un avis d'information demandant de se plier au règlement. Un formulaire d'auto-évaluation de ces équipements est disponible en ligne actuellement. Rappelons qu'un permis est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine. En 2020, 95 noyades sont survenues au Québec. 15 % de ces noyades surviennent dans les piscines. Toujours à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, les travaux de construction de la phase 2 du projet domiciliaire Boisé Natura ont débuté et se poursuivent jusqu'à la fin du mois de décembre. Les travaux se déroulent du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h 30. Le chantier nécessite le transport de nombreux matériaux. Plusieurs camions 10 roues et semi-remorques circuleront sur l'avenue des Catherines, la rue Guy-Linteau et la rue Robert-Laplante. Les résidents de la phase 1 du Boisé Natura, des rues de la Tourbière, Guy-Linteau, Aimé Robitaille, Ghislaine Lavoie et Robert Laplante sont particulièrement touchés par ces travaux de construction. La municipalité de Rivière-à-Pierre a invité particulièrement les résidents du nord du comté de Portneuf à un débat électoral entre 5 des 7 candidats qui figurent sur leur bulletin de vote ce jeudi soir, 29 septembre. La rencontre a débuté à 19 h à la salle communautaire de Rivière-à-Pierre. Les candidats débattent des enjeux du nord de Portneuf. Pour nous parler justement de ces enjeux, on s'est entretenu avec la mairesse de Rivière-à-Pierre, Danielle Ouellette, il y a environ 1 heure. Écoutons l'entrevue. Plein de monde et tout ça, donc j'espère que ça va bien fonctionner, on espère. Pourquoi justement organiser ce genre de débat-là avec les candidats cette année? Bien, voyez-vous, dans nos conseillers, on a Jérémy Martin, qui étudie en sciences politiques, et l'autre jour, il est venu me rencontrer et il dit « Madame Ouellette, qu'est-ce que vous diriez de ça si on organisait un débat d'idées pour que les candidats viennent dire qu'est-ce qu'ils veulent offrir dans les 4 prochaines années. » Alors, j'ai dit, ben pourquoi pas? Dans le Nord, là, on a tendance à souvent être oublié. On est au bout de la ligne, fait que j'ai dit oui, on va le faire. Donc, Jérémy s'est occupé de ça, il a tout préparé, ses questions, il est tout bien structuré. Ça devrait bien aller. Quels sont justement les enjeux que vous voulez discuter ce soir? Bien, vous savez, nous sommes des petites municipalités de moins de 1000 personnes la plupart du temps, et on a les mêmes exigences que les grosses villes. Hein? Donc, pour ces raisons-là, on a les mêmes problèmes. Premièrement, on a notre réseau cellulaire. On a bien de la misère. Aujourd'hui, le réseau cellulaire, c'est pas un luxe. Hein? On est au port de la réserve phonique, à peu près à 1h15 de Québec, puis c'est le néant total. Total. Donc, ici, là, depuis 1995, tous les maires qui ont passé ici, là, ils se sont battus. À chaque changement de gouvernement et tout ça, pour se faire dire, ben ça va aller à l'an prochain. Ça va aller à l'an prochain. Donc, ça, là, c'est vraiment important. J'ai un mécanicien d'une entreprise ici qui a dû laisser là, ce printemps là, parce qu'il y avait la garde de son enfant 1 semaine sur 2 et pour la gardienne et tout ça, pas de cellulaire, il ne pouvait pas communiquer avec
la garderie, puis sa femme et tout ça, son ex-femme. Donc, on voit que c'est important. Il y a beaucoup de villégiateurs, il y a de la chasse, il y a de la pêche, il y a des accidents en forêt. Oui. On a un grand territoire. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est obligatoirement un bien essentiel maintenant. Mais actuellement, est-ce que des travaux qui sont entrepris parce que les gouvernements fédéral autant provincial ont comme garanti que dans tout le Québec, on aurait un accès Internet et aussi cellulaire? Est-ce que des travaux de fait actuellement? Est-ce que quelque chose? Non, actuellement, il n'y a absolument rien de fait. Il y a eu des subventions qui ont été octroyées. Je pense que, à ma mémoire, c'est 11,2 millions qui ont été octroyés, mais on n'est pas dans cette liste-là. Pas pour tout de suite. J'ai eu la réponse la semaine dernière par écrit, un courriel, qu'il y avait une copie conforme qui était à M. Joël Godin, parce qu'on sait que le réseau cellulaire, bien, ça relève du fédéral. Ouais. Et puis, on s'est fait dire, probablement en 2023. Mais on se croise les doigts, puis à toutes les séances de conseil, ben, les résidents, les citoyens, ben, où c'est rendu le cellulaire? C'est où c'est rendu le cellulaire? Je peux pas vous en dire plus. On se fait faire des promesses, mais qui sont malheureusement pas réalisées. À part, oui, à part le cellulaire, est-ce qu'on parle de mobilité? Quels sont les enjeux aussi? Bien, on manque de travailleurs, c'est pas une surprise pour personne. Ouais. Mais ici, c'est encore plus, je veux dire, on est quand même un peu éloigné de la ville. Donc, pour venir travailler à Rivière-à-Pierre, il faut qu'il y ait des attraits. Il faut que, tu sais, bon, ça nous prend une garderie. On n'a pas de garderie. Il y a des gens là, qui descendent à Donnacona, mener leurs enfants le matin, qui remontent travailler à Saint-Raymond, puis qui retournent à Donnacona le soir pour revenir à Rivière-à-Pierre. Ouais. C'est quelque chose, ça. Okay? Donc, un CPE, on aurait besoin de ça. On aurait besoin aussi de logement. Parce que si on veut attirer des jeunes familles, là, oui, on a quelques maisons à vendre dans le village, mais ça ne veut pas dire que les jeunes qui vont venir commencer à travailler ici vont vouloir acheter une maison tout de suite. Des blocs appartements ici, des logements, il n'y en a pas. Donc, pour attirer des jeunes familles, ça prend du logement, ça prend des garderies et ça nous prend aussi... Services de proximité, peut-être? Services de santé. J'ai dû me battre ce printemps pour garder notre service de prise de sang une fois par mois. OK. Une fois par mois. On a une population ici, on a 33% de notre population qui a plus de 65 ans. Ouais. Donc, je pense que si on veut garder nos gens à la maison, c'est en leur donnant des services le plus possible. Bien sûr. Prise de sang, un test d'urine, là, c'est le minimum, là, une fois par mois. OK. Donc, c'est un enjeu important pour vous. Et peut-être le dernier enjeu important en terminant. Quel serait le dernier? En terminant, mon Dieu, il y en a tellement. Si on les met tous ensemble, là, on met le cellulaire en priorité. Ensuite de ça, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, là, juste, je vais vous donner un exemple. Chez Polycar, on a eu une rencontre avec la Chambre de commerce il n'y a pas tellement longtemps. Juste, eux autres, là, ils ont besoin de 36 personnes pour rouler à plein régime. C'est quand même pas rien. Monsieur Tremblay, le moulin, là, ça y en prend au moins une douzaine. Donc... c'est des gros défis. C'est des gros défis. Ils sont partout pareils. Je veux dire, le manque de main-d'œuvre, il est mondial. Mais il va falloir travailler énormément là-dessus. Effectivement. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Alors, Mme Danielle Ouellette, mairesse de Rivière-à-Pierre, merci de cet entretien, puis on va vous souhaiter un bon débat électoral ce soir. Merci beaucoup, M. Beausoleil. Merci. Bonsoir. Nos journalistes Charles Laviolette et Danick Julien ont tenté le pouls d'électeurs cette semaine dans Portneuf. Écoutons leur compte-rendu. Bonjour. Est-ce que vous trouvez que la campagne électorale est intéressante jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous pensez de la campagne électorale? Oui, c'est intéressant.
à suivre. Mais je pourrais dire qu'une semaine de moins, ça ferait pareil. J'ai beaucoup lu là-dessus, pas nécessairement écouter tous les débats, parce qu'il y a des choses qui nous touchent, mais un petit peu de loin, on va dire. Là. Mais on est plus, on essaye d'être local, puis qu'est-ce qui se passe local, mais on est très bien représenté ici. Je m'intéresse pas énormément aux élections. Ouais. Mais je vote, mais je m'intéresse pas énormément aux élections. Ça revient pas mal tout à la même affaire. Ouais. Toutes les années, ça revient pas mal à la même affaire. Ils sont tous pareils, c'est à la fin. Ils disent toutes des belles promesses au début, puis après ça, ouais. À un moment donné, ça vient redonder, c'est toute la même affaire, là, mais qu'est-ce que tu veux? Je l'ai suivi avec les enfants beaucoup, puis avec mon conjoint, parce que jeune adulte à venir, donc on trouvait ça important de les conscientiser. Fait que oui, c'était intéressant. Oui, on a appris beaucoup de choses. Il y a des affaires même drôles, on a trouvé, des débats drôles, des répliques, on a trouvé ça un peu... ma jeune fille disait beaucoup que ça se picossait fort, que c'était beaucoup de surargumentation, puis que ça s'écoutait pas entre eux autres. Puis, y a-t-il des enjeux là, qui vous font réagir, là, des choses qui vous interpellent plus? Oui, moi, c'est la santé, puis la santé, là, c'est beaucoup, puis l'environnement. Il aurait fallu qu'ils parlent un peu plus d'environnement. Ils ont parlé bien, de ça. Puis l'éducation, ils n'ont pas parlé bien gros. Intéressé à ce que l'avenir des jeunes soit bon, c'est tout. Un de mes enjeux personnels, puis que je partage avec beaucoup de gens, c'est la régionalisation des défis qu'on rencontre comme Portnevois, comme Portneuvoise. Donc, c'est-à-dire, oui, il y a des décisions qui se prennent à Québec, des décisions qui sont un peu centralisées dans les grands centres, mais de donner un peu plus de pouvoir aux régions, c'est un défi que moi, je trouve assez important, assez intéressant. Penser aux gens des régions, penser aussi au côté de la santé aussi un petit peu, mettre un petit peu plus d'effort de ce côté-là. Y a-t-il des enjeux qui vous touchent moins ou je sais pas. Bonne question. Okay. Je sais pas, c'est vraiment juste un sujet qui n'est jamais abordé nécessairement. C'est moi en tant que tel, quand je sors avec mes chums ou n'importe quoi, là, ben, c'est pas des choses qu'on parle, à part quand c'est les élections. Ben, comme là, vous en parlez maintenant avec tes chums? Plus, mais c'est pas de temps en temps. Mais c'est pas un sujet, je pense, qui est assez visé. C'est quand même important, ça fait partie de tous les jours, ça. Bien, moi, les enjeux que je trouve les plus importants, c'est les changements climatiques. La santé, là, quand on est entré dans le système, ça va bien, là, mais c'est toute l'attente. Moi, j'ai la chance d'avoir un médecin de famille, mais c'est pas le cas de tout le monde. Là. Je pense que c'est ça la base. C'est important d'avoir un médecin au départ. Oui, ben ça, c'est sûr. Une place en garderie, oui. C'est sûr qu'il en manque tout le temps. C'est sûr qu'un des enjeux qui touche beaucoup de Portnevois, Portneuvoises, c'est le logement. Parce qu'on voit que le prix des maisons a monté. D'un côté, on a besoin de gens, de jeunes, de travailleurs en région comme Portneuf. On manque de monde. Mais quand on a des gens, c'est sûr que là, les logements se remplissent, les maisons se remplissent, puis là, le prix monte. Donc, on peut pas dans la vie avoir le beurre puis l'argent du beurre. Donc, il faut que les politiques trouvent des solutions pour créer soit des logements sociaux ou des nouveaux logements simplement. Parce que les régions se peuplent et Portneuf ne fait pas exception. Donc, ça demeure un enjeu important, puis je le vis dans mon travail au jour le jour, dans mon milieu d'activité. Mais chaque membre de notre famille, on avait des enjeux différents. C'était bien le fun à discuter dans ce sens-là. Oui, chacun avait trouvé des couleurs un peu partout à eux autres. Est-ce que vous avez des choses qui vous sentez concernées? Oui. Est-ce que vous voulez nous partager ça? Oui. Moi, je veux un premier ministre intelligent qui a une tête sur ses épaules comme Monsieur Legault. OK. D'accord? Okay. Il a prouvé ce qu'il savait faire dans le passé avec Air Transat, avec ses employés. Il y a un jugement qu'on ne peut pas avoir, c'est impossible, ni une crédibilité quand on est jeune. Je ne dis pas que les jeunes sont épais. Ils essayent de s'améliorer dans leur jugement. Mais M. Legault, là, c'est un grand homme. Il y en a d'autres, il y en a dans ça que je pense pas qu'il serait capable d'être chef, là. Je pense pas que Legault aurait été capable, s'il avait été un peu plus jeune, de gouverner le gouvernement. Là. Puis dans Portneuf, comment ça va, la santé? Ça va pas bien. Change d'hôpital. Change d'hôpital ou change de religion? Il faudrait changer de religion, mais c'est dur à commencer à vendre ta maison. Mais c'est sûr que le problème, c'est... ça fait pas longtemps que je suis rentré à l'hôpital. T'es bien reçu à l'hôpital, mais il n'y a
les soins sont... C'est pas ce qu'il y a de mieux. On a besoin d'aide, les personnes âgées. Moi, j'ai 83 ans. J'ai de la misère à marcher, puis on peut pas avoir... Là, je viens un matin, j'ai eu un rendez-vous pour l'hôpital, puis juste dans un mois. La quincaillerie Home Hardware de Saint-Raymond a été nommée Home Hardware de l'année au Canada. Parmi les 1100 magasins, petites ou grandes surfaces, qui arborent les couleurs de Home Hardware au pays, l'honneur est revenu vendredi dernier à Toronto, à Sophie Denis, son mari Philippe Moisan, ainsi qu'à leur équipe à Saint-Raymond, non pas pour le chiffre d'affaires, mais pour leurs valeurs, leur travail, l'implication sociale, le service à la clientèle, l'équipe de travail et autres. Le duo et couple Sophie Denis et Philippe Moisan sont avec nous en studio. Bonsoir, vous deux. Bonsoir, Michel. Merci de cette présence. Ça fait plaisir. Quel beau cadeau dans la vie de commerçant de recevoir un prix comme ça. Est-ce que vous le saviez avant d'aller à Toronto que vous gagniez ce prix-là? Nous, c'est-à-dire en juin, on a su par Home Hardware en Zoom qu'on était le gagnant pour la région du Québec. Alors, au niveau de la quincaillerie, on était le marchand qui gagnait pour le Québec. OK. Après ça, automatiquement, tous ces marchands-là qui sont choisis par territoire, après ça, sont automatiquement inscrits au national pour le Canada. Mais là, tu sais, la compétition, je veux dire, il y a des magasins qui c'est 50 000 pieds carrés, il y a des chiffres d'affaires de 40 millions. Ben oui. Là, les gens vont penser que je prends ma retraite, là, qu'on prend notre retraite, mais c'est pas ça du tout. C'est un prix qui était très cher à mon cœur. Oui. Vraiment. Oui, parce que c'est pas le chiffre d'affaires, justement. C'est l'esprit, en fait, que vous avez réussi à créer. Oui. Quand on entre, juste entrer dans le magasin, on sent cet esprit-là, justement, familial, que vous avez pu maintenir depuis des années, en fait. Bien, écoute, nous, puis en même temps, tu sais, c'est comme tu dis, c'est vraiment... puis c'est un prix qui est remis aux marchands, puis c'est un comité de sélection de Home Hardware. C'est pas un concours auquel on s'est inscrit. C'est quelque chose qui est... on a été choisis. Donc, on a été choisis par Home pour les représenter pendant 1 an comme étant leur magasin de l'année. Ben oui. Hey, moi, quand je pense à ça, là, c'est quand même 1100 magasins aussi. Oui, c'est gros comme bannière. Oui. C'est une bannière qui dessert de la Colombie-Britannique aller jusqu'à Terre-Neuve. Puis Home Hardware, c'est une famille. Quand tu arrives là, c'est vraiment une belle famille. Puis nous deux, ben, je pense qu'ils nous ont comme adoptés. Puis quand on arrivait du vivant du fondateur Walter G. Hagburn, quand on arrivait au show de Home, là, ben, lui, il connaissait le nom de tous ses marchands, mais il s'approchait, puis des fois, si j'étais seul, il venait voir, puis « Where is Sophie? Where is Sophie? » Il fallait qu'il voie sa Sophie. Et ça, c'est les trophées que vous avez reçus, en fait. Je ne sais pas si on peut les voir mieux à la télévision, j'imagine, quand on regarde ça. Oui. Okay. Bien là, je ne sais pas comment on se place, mais ça, c'est la meilleure quincaillerie. Plus, justement. Par là? Ouais. Bon, parfait. Ben, je ne sais plus, là, finalement. Non, c'est là. C'est par là? C'est par là. Fait que ça, c'est le trophée de la meilleure quincaillerie Home Hardware région du Québec. OK. Ça, c'est pour la quincaillerie. Puis, Philippe, vas-y, toi. Celui-là, ben là, c'est vraiment le Walter G. Hagburn pour la meilleure quincaillerie au Canada. Au Canada. Oui. Wow. C'est vraiment un bel honneur. Et vous étiez, vous étiez avec des employés aussi? Non, pas ce soir-là. On avait, on dit non, mais en même temps, notre fils était avec nous. Okay. Félix-Antoine, lui, représente la 5e génération. Il est avec nous au magasin, il travaille avec nous présentement. Et son conjoint, Sébastien. Donc, lui, Sébastien travaillait aussi avec nous autres. Fait que là, on était les 4. Puis on était vraiment... Il y avait un autre marchand là, qui était en nomination avec nous pour ce prix-là, tu sais. Puis là, j'ai dit, t'as donc pas l'air nerveux, tu sais. Il me semble que tu réalises-tu c'est le prix que tu vas gagner si tu gagnes ça? Puis là, j'ai dit, en tout cas, et dis-toi, là, t'as vraiment l'air de vouloir le gagner, puis t'as l'air vraiment nerveuse. Puis j'ai dit, même, je suis préparée, puis j'ai dit, j'ai un discours de préparer. Si je gagne, moi, je veux pas être pris au dépourvu. Puis l'auditoire là-bas, c'est sûr que c'est beaucoup anglophone. C'était, on va dire 90% anglophone. Puis pour exprimer vraiment tout ce que je pouvais ressentir, moi puis Philippe, par rapport à ce trophée-là, je commence mon discours en disant, tu sais, et l'Oscar est remis à, en anglais, tu sais. Là, le monde, ça le rit, puis ça l'applaudit. Puis là, je dis, ben c'est le même feeling pour moi que de gagner un Oscar aux Oscars ou
sais, la Coupe Stanley. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Okay. Tout à fait. Mais tu sais, c'est... Dans la vie, on ne travaille pas pour ça, là, la reconnaissance, puis tout ça, c'est pas ça. Ouais. Mais tu te dis, ben OK, ça veut dire que chaque petite action qu'on a posée nous a amené à ça aujourd'hui. Exactement. Parce que c'est quand même la 4e génération, là. Oui, c'est ça. Depuis quand même début 1900, là. Oui, 1928, mon arrière-grand-père. Puis, tu sais, quand il y a eu la pandémie, juste pour faire une petite parenthèse, tu sais, on ne savait pas trop ce qui arriverait avec les entreprises. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, je suis tellement féminine qu'à un moment donné, je disais à mes chums de filles, tu sais, si mon arrière-grand-père avait une bijouterie, il me semble que ça aurait été plus facile dans mon cas. Ouais. Puis, finalement, tu sais, on est resté essentiel. Fait qu'on... Je me suis dit, tu sais, mon arrière-grand-père, il a eu une bonne idée. Tu sais, il a eu le bon feeling puis le bon flair pour ouvrir une quincaillerie. Puis, tu sais, je suis fière aussi pour mes parents qui sont toujours vivants puis qui touchent un peu à ça, ce bonheur-là, tu sais, pour notre famille. C'est sûr. Puis comment on voit l'avenir, justement, parce que ça encourage, j'imagine, Philippe? Ben oui, ça encourage. C'est une belle tape dans le dos. Puis moi, ce que j'aimerais dire aux gens dans ça, puis la tendance qu'on voit des fois, les gens, ils ont vraiment tendance à travailler souvent pour l'argent. Ouais. On travaille pour l'argent. Ouais. On dirait que l'après-pandémie, tout le monde voudrait gagner un gros salaire, tout ça. Mais moi, j'aurais plus tendance à le dire, comme nous deux, on a travaillé, puis on l'a senti, ces 2 trophées-là viennent de là. C'est notre cœur en premier. L'argent va venir un jour. Elle va venir avec ça. C'est le résultat. Mais travailler avec son cœur, tu sais, tous les matins, on le voit, nous autres, puis on voit arriver nos employés chez Jean-Denis. Ça arrive en chantant. On va imager ça, là, mais ils sont contents de venir travailler chez nous. Ils font partie de la famille. Fait que ces trophées-là, c'est un peu jugé par rapport à ça. Mais les gens qui veulent se lancer en affaires, qui veulent le résultat financier presque la même journée, ça passe pas par là. Il faut y aller avec le cœur, le senti. Chez les gens qui viennent au magasin, mais c'est un peu ça. Mais qui sentent. Ils sentent ça. C'est pas le besoin à tout prix de vendre. Là. Non. D'offrir, c'est de rendre service à l'autre qui a besoin. Là. Combien de fois il y a des clients qui vont passer au magasin puis que je les envoie dans un autre commerce à Saint-Raymond? Ils ont dit, voyons donc. Mais non, tu es venu chercher un conseil en même temps. Ouais. Tu sais, si Ailleurs à Saint-Raymond, je ne dirais pas que ça existe. Non. Va là, lui, il va l'avoir. Fait que les gens, des fois, où les gens, tu sais, l'été, on sait bien qu'il y a des gens de la ville, tout ça. Hey, il m'a envoyé chercher l'affaire que j'avais à la bonne place. Ça fait partie de l'entraide, ça fait partie de nous autres, ça. Sophie, justement, comment vous voyez l'avenir, justement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer ou... Bien, le commerce de détail se transforme, ça, c'est sûr. Puis ça se transforme vite. Hein. La vie, c'est rapide maintenant. Moi, j'ai toujours confiance. Je me dis, ça fait 94 ans que ça existe. Puis on aura toujours besoin, dans toutes nos villes, d'un magasin de proximité. Puis on est là pour ça, essayer. Puis ce qu'on veut, c'est de continuer de rester vivant, de s'impliquer. C'est aussi ça, ce prix-là. C'est ça que ça veut dire aussi, l'implication du marché dans sa communauté. Puis, tu sais, je vais profiter de cette tribune-là pour dire à nos clients, tu sais, merci infiniment d'être là jour après jour, de nous encourager, puis de venir nous... Puis à notre équipe qui nous supporte, qui travaille avec nous autres. C'est pas toujours facile, le service à la clientèle, puis ils sont toujours là avec nous autres. Tu sais, c'est extraordinaire. Là. On est vraiment bien entourés. Écoute, si on a une 5e génération qui se dessine, ça va nous faire plaisir de l'épauler dans ça, notre fils. Puis, ça annonce bien. Oui, mais il n'y a pas de pression. C'est son choix à lui. Il faut juste qu'il soit heureux là-dedans puis le prendre avec passion comme on a fait. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? D'autres projets? Oui, peut-être. Qu'on peut parler un peu? Ou Ben, je sais pas. Non, peut-être pas là. Mais, tu sais, nous autres, on va être proactifs. Fait que, en tout cas, ben, me donner certaines choses, puis peut-être avoir, si on est capable de prendre un petit peu de défoncer quelques murs, là, ça serait pas pire. Il y a de l'espace disponible, on n'est pas loin. On a trouvé. On en aurait peut-être trouvé, là. Mais c'est bien. Alors, Sophie Denis, Philippe Moisan, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Belle tape dans le dos. Merci pour cet entretien aussi. Puis bonne suite dans votre commerce. Merci beaucoup. Merci. La 16e édition de l'événement Viens vivre la forêt pour les régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches se tenait le mercredi 21 septembre dernier à l'école de foresterie de Duchesnay à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Environ 250 jeunes du secondaire ont pu découvrir les métiers du secteur forestier et les formations associées. Danick Julien s'est intéressé au sujet. On écoute son reportage.
Ce mercredi 21 septembre qu'a eu lieu la 16e édition de l'événement Viens vivre la forêt, se déroulant à l'école de foresterie de Duchesnay. L'événement regroupait des étudiants provenant de 13 écoles de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches dans le but de leur démontrer les perspectives d'emploi dans le domaine de la foresterie. On montre comment faire un feu. Puis en fait, c'est quand qu'on va faire un feu, ben c'est quand on va être en mode survie. Okay. Puis ben ça sert à pas être en hypothermie ou en fait simplement réchauffer la nourriture. Au total, il y a eu 13 kiosques offrant des ateliers dans le domaine. Ils étaient offerts aux quelques 280 participants. On a fait des petits jeux pour vous. Ça là ici, cette belle peau-là, est-ce que vous serez capable de me dire c'est quoi? Non. Ouais. Ça, ce serait un pécan, comme on peut voir. Avec la queue. Ils gardent leur plat de queue quasiment jusqu'à leur mort. Le chargé de projet pour l'événement, M. Thierry Hawaii, explique qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, des événements comme celui-ci sont très importants pour l'industrie. On l'écoute à ce sujet. Oui, c'est très important, premièrement parce que la foresterie, donc c'est un environnement assez mal connu. Donc on le fréquente, donc on a plusieurs contacts avec, soit parce qu'on a de la famille, on va dans un chalet, on est dans la forêt, on a des activités à l'extérieur. Donc tout au long de notre vie, on va fréquenter la forêt, mais penser étudier en foresterie, donc c'est pas quelque chose qui saute dans l'idée de tout le monde. Lors de la journée, les jeunes ont pu notamment en apprendre davantage sur l'abattage, l'identification des végétaux, la cartographie numérique et le fonctionnement des machineries lourdes. C'était Danick Julien pour CJSR. L'Assemblée générale de fondation du conseil d'administration du projet de la résidence Le Pavillon Chantejoie à Saint-Raymond s'est tenue comme prévu le mercredi soir 21 septembre dernier. Peu de changements sont apportés au sein des dirigeants. Le conseil d'administration est composé de M. Yvon Marcotte, qui agit comme président depuis les débuts, en fait, Michel Fleury, Jean-Pierre Beaumont, ainsi que Mesdames Réjeanne Julien, Lisette Potvin et Marielle Beaulieu. Le groupe se réunira ce vendredi, donc demain, pour choisir le ou la présidente du conseil d'administration. Rappelons que l'augmentation des coûts des matériaux de construction et de la main-d'œuvre en raison de l'inflation ont ralenti le projet et obligé les administrateurs à revoir leur financement. Actuellement, il manque 1 800 000 $ à l'organisation à but non lucratif pour compléter le financement et procéder aux appels d'offres pour les plans et devis. On vise particulièrement, rappelons-le, les personnes de 75 ans et plus ou en légère perte d'autonomie à partir de 65 ans. Plusieurs locataires pourront bénéficier du programme de supplément au loyer. La ville de Saint-Raymond revient pour une 9e année avec le concept de Saint-Raymond-Ville-Rose du 1er au 30 octobre dans le but de soutenir les femmes et même les hommes qui sont atteints du cancer du sein. À partir de ce samedi, l'hôtel de ville, le centre multifonctionnel Roland-Dion, le clocher de l'église ainsi que les habitations Saint-Raymond et la caserne incendie seront illuminés de rose. Une campagne de levée de fonds pour la Fondation CHU de Québec est en ligne. Les dons seront remis au Centre des maladies du sein. D'ailleurs aussi, l'homme d'affaires raymondois Ghislain Roy, maintenant copropriétaire du Salon de quilles de Saint-Raymond, revient avec la soirée rose dans le contexte du mois d'octobre, le mois de sensibilisation au cancer du sein. Pour cette 5e édition, le cuisinier et son équipe organisent un souper, un encan silencieux et une soirée dansante le samedi 8 octobre prochain au Salon de quilles, plutôt 750, au profit de la Fondation du CHU de Québec. La conjointe, rappelons-le, de Ghislain Roy, de l'entreprise La Cité du Corps à Saint-Raymond, Diane Bédard, a dû se battre avec succès, heureusement, contre le cancer. La semaine de la prévention des incendies au Québec se tiendra du 9 au 15 octobre prochain sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne 13 maisons endommagées chaque jour, 400 blessés et 24 000 personnes évacuées. Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou une erreur humaine. Plusieurs municipalités profitent de cette visibilité
provinciale pour faire connaître les mesures préventives et les équipements nécessaires pour combattre les incendies. À Saint-Raymond, les pompiers accueilleront la population à leur caserne ce samedi 1er octobre. Il sera possible aux citoyens de visiter les locaux, les équipements et les véhicules de 11h à 16h. Il y aura aussi une présentation spéciale du nouveau camion Échelle. La ville de Rigaud et la municipalité de Saint-Philibert ont remporté le concours Inspiration en gestion des risques 2022 qui ont été dévoilés le jeudi, en fait, il y a 2 semaines, lors de l'événement reconnaissance du congrès 2022 de la Fédération québécoise des municipalités. La ville de Rigaud, une municipalité de 8 000 habitants dans Vaudreuil-Soulanges, a remporté le premier prix de 12 500 $ pour la mise en place d'un système de sécurité dans les sentiers de l'escapade du mont Rigaud par des bornes de positionnement géoréférencées. Autant les services d'urgence que les randonneurs en détresse peuvent utiliser ces bornes installées à chaque 250 ou 300 mètres de sentier. Les 14 panneaux de directive et les 69 bornes d'urgence sont aussi répertoriés sur une carte qui est disponible au public. Pour sa part, la municipalité de Saint-Philibert, une municipalité de 1400 habitants dans Beauce-Sartigan, a reçu le 2e prix de 5 000 $ pour l'implantation d'un système de surveillance et de contrôle des accès aux centres multifonctionnels et aux chalets des loisirs par la présence de caméras de surveillance et d'affiches qui identifient ces caméras. Ces équipements de surveillance ont eu un effet dissuasif et ont diminué les méfaits. Un spectacle multidisciplinaire intitulé « La rivière qui vient de loin » sera présenté à l'été 2023 au Parc national de la Jacques-Cartier. Cette œuvre théâtrale de fiction historique sera présentée en bordure de la rivière et racontera en 3 axes le vécu de la rivière Jacques-Cartier en 1682 par l'occupation du territoire par les Autochtones, l'histoire de la Drave en 1951 et la bataille de la Jacques-Cartier en 1972-73. Le personnage principal se nomme Rivière, la personnification en fait physique de l'esprit de la Jacques-Cartier. Un avant-goût sera présenté ce samedi soir, 1er octobre, à la grange du presbytère de Stoneham. Ce projet se réalise en collaboration avec l'artiste Ariel Degary de Tewksbury et une équipe de concepteurs et conceptrices en art vivant. Ariel Degary a été nommé personnalité culturelle de l'année de la MRC de la Jacques-Cartier en 2021 et a reçu en 2022 le prix du patrimoine dans la catégorie interprétation et diffusion. Dans le cadre des 26e journées de la culture partout au Québec, cette fin de semaine du 30 septembre, 1er et 2 octobre, à Neuville, l'église, sa sacristie et le presbytère seront un lieu de rencontre des amateurs d'art et de culture samedi et dimanche. Un concert d'orgue avec Danny Bellil, une ode photographique et pianistique au Saint-Laurent avec Paul Breton et Yvan Bédard, en plus d'une découverte d'artistes d'aujourd'hui et de peintres d'autrefois, sont au programme des journées de la culture à Neuville. D'ailleurs, plusieurs activités artistiques et culturelles se tiendront dans Port-Neuf et ailleurs cette fin de semaine, dont à Deschambault-Grondines, Saint-Alban, Pont-Rouge, Saint-Raymond et autres. Les détails se trouvent sur le site Internet des Journées de la culture.qc.ca. Le 17e symposium Eau en couleur de Rivière-à-Pierre se tenait les samedis et dimanches 24 et 25 septembre dernier sur le site des Chutes de la Marmite. Danick Julien a visité les lieux et rencontré les organisateurs. On écoute son reportage. Du 24 au 25 septembre dernier se tenait la 17e édition du symposium Eau en couleur de Rivière-à-Pierre, alors que la population était au rendez-vous pour admirer les œuvres des artistes présents. Oui. Est-ce que c'est votre premier symposium de Rivière-à-Pierre? Non, c'est mon 3e. 3e? Oui. Donc vous êtes venu dans les 3 dernières années, dans le fond? L'an dernier, puis avant la pandémie. Avant la pandémie? Oui. Le président de l'événement, Mathieu Saint-Laurent, mentionne que la reprise de cet événement après la pandémie a su satisfaire le public. Le voici concernant les exposants présents lors de cette édition. Cette année, nous sommes à 9 exposants. Habituellement, on est au-delà d'une quinzaine. La pandémie étant, parfois, certains artistes préfèrent remettre à l'année suivante. On a fait face à cette situation cette année, mais nous avons 9 artistes très heureux d'être ici, dans le dynamisme
et dans la brillance, ce qui a fait en sorte qu'on a eu un afflux de gens extraordinaire pour cette 17e édition. M. Saint-Laurent mentionne qu'avec la météo et les couleurs de l'automne qui étaient du côté des organisateurs, l'événement a été un franc succès. Mais on a vraiment beaucoup de visiteurs. Généralement, le dimanche va être la journée où on reçoit le plus d'invités. Mais exceptionnellement, ce fut samedi, hier, on a eu une masse de gens qui est venue, c'est incroyable. Bien entendu, le soleil était vraiment de notre côté. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a eu un achalandage digne du symposium de Rivière-à-Pierre. Cette année, c'est la présidente d'honneur de l'événement, Ariane Bussière, qui s'est chargée de créer une toile pour les gens qui ont assisté au symposium. On l'entend maintenant. Oui, ben on m'avait donné un thème. Le thème, c'était la nature. Fait que j'étais pas obligée de faire les chutes de la marmite, mais comme je les avais jamais peints, puis je trouve que c'est un site enchanteur. C'est ici que se passe le symposium. Fait que je me dis que la personne qui va la gagner aura en même temps un souvenir d'ici. Sans aucun doute, le président du symposium assure qu'il va y avoir une 18e édition l'an prochain au plaisir des amateurs d'art visuel. C'était Danick Julien pour CJSR. Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches a dévoilé cette semaine sa plateforme de revendication électorale face aux attentes du milieu culturel et artistique. On y retrouve des enjeux de financement, des conditions de vie et de pratique des individus, de la pénurie de main-d'œuvre, ainsi que la reconnaissance du poids économique de la culture dans les deux territoires et son rôle aussi dans leur développement. Cette plateforme découle d'une démarche de consultation auprès de 400 artistes, artisans et travailleurs culturels des régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Selon le président Christian Robitaille, le secteur des arts, de la culture et du patrimoine a créé une valeur ajoutée de 2 milliards de dollars dans les deux régions. Il a permis de soutenir 30 852 emplois, dont 23 000 directement dans les domaines culturels et 7 000 dans les secteurs touristiques. Le Club Lion de Saint-Raymond organise une collecte de vélos le samedi 8 octobre prochain sous l'école Marguerite-Diouville entre 10h et 13h. Un reçu d'impôt de 30 $ sera remis en plus de la valeur marchande du vélo. Le cinéma Alouette à Saint-Raymond présentera gratuitement le jeudi soir 3 novembre prochain des extraits de films d'époque portant sur Saint-Raymond et tournés par le photographe Zénon Pagé entre 1926 et 1937 et conservés par Normand Vézina, en plus d'une présentation des grands classiques du cinéma muet. Le tout sera accompagné en direct du pianiste d'origine ukrainienne et québécoise Roman Zavada. Ce pianiste-compositeur Roman Zavada est l'un des rares au Québec à maîtriser encore l'art d'accompagner des films muets. Québec International, appuyé par cette grande entreprise. Non, plutôt parlons de sécurité publique. Octobre étant le mois du piéton, la Sûreté du Québec rappelle qu'on a tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité sur le réseau routier, incluant les piétons. Les mois d'octobre à décembre sont les mois où on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton sur le réseau routier. La diminution des heures de luminosité et l'adaptation aux conditions climatiques changeantes sur les routes peuvent expliquer en partie cette réalité. Le respect du Code de la sécurité routière et la signalisation, en plus d'une attention soutenue lors des déplacements, et ce, peu importe le moyen de transport, demeurent encore les meilleurs conseils pour assurer la sécurité de tous. Et peut-être un mot pour dire que la période de mise en candidature de la 26e édition des prix Hommage Bénévolat Québec 2022 est lancée. Ces prix visent à souligner l'engagement bénévole exceptionnel de femmes et d'hommes de toutes les régions du Québec. L'événement permet également de mettre en lumière la contribution des organismes. La période de mise en candidature se tient jusqu'au 5 décembre. Les lauréats et lauréates seront connus lors d'une cérémonie de remise des prix à Québec au printemps 2023. Les prix seront décernés dans 3 catégories: jeunes bénévoles, prix Claude Masson, le prix bénévole et organisme. Et un mot en terminant pour dire que la Ville de Saint-Raymond se prépare à accueillir la population jeune et moins jeune à la Grande Marche de Saint-Raymond le samedi 15 octobre à la station de ski Saint-Raymond. Encouragé par le Grand Défi Pierre Lavoie, l'événement vise la promotion de saines habitudes de vie. Le départ de la marche est prévu à 10h de la station de ski Saint-Raymond. 2 parcours en forêt et en sentier gratuits sont proposés, le 2,5 ou le 5 km. Alors, ça complète l'info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Danick, Aubert, Tony, Suzy, Luc et nos
nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images du symposium Haut en couleur de Rivière-à-Pierre. Alors, bonne semaine.